Bonjour, bonjour à toutes et à tous, autant aux présents qu'à ceux qui nous suivent sur YouTube, et merci de votre présence pour la suite de ces rencontres d'options tenues dans le cadre de la Fête de l'Humanité autrement. La première table ronde qui s'est tenue a largement survolé la problématique de l'urgence sociale et de l'urgence environnementale. Nous allons essayer d'aller plus avant, de creuser un peu les questions que cela pose. Nous allons le faire avec Marie-Claire Cailleteau, qui s'exprimera au nom de la CGT, qui la représente d'ailleurs au Conseil économique, social et environnemental, soulignons-le. De même avec Anne de Bettencourt, qui, elle, représentera la Fédération France Nature Environnement. C'est un lapsus. La Fondation Nicolas Hulot. Ah, c'est la Fondation Nicolas Hulot. Eh bien, oui, vous êtes amis, et moi, j'ai très mal fait mes devoirs d'école, c'est vraiment pas bien. Donc, la Fondation Nicolas Hulot, mais ça ne change pas le sens du propos, puisqu'il s'agira de voir si ce qu'on appelle l'économie circulaire est une réponse aux urgences et aux questions qui sont posées, tant au plan environnemental qu'au plan social. Fabienne Tato, une syndicaliste de l'équipement, secteur qui est extrêmement concerné par la territorialisation et les transports, nous rejoindra. On l'excuse de son retard. On excuse également, en le regrettant, Laurent Trombini, qui devait participer à cette table ronde pour discuter avec nous de quoi faire des industries polluantes, qui est une question qui va nous préoccuper tout au long de nos échanges. Mais Laurent Trombini a été appelé en urgence à une séance de négociation de son groupe, Thales, et je crois qu'on peut donc lui donner quitus de son absence. C'est pour la bonne cause. Nous essaierons ensemble d'y suppléer. Nous allons donc parler de la chaîne de production de la valeur qui est mondialisée et singulièrement de l'industrie, ou devrais-je dire des industries qui, dans le contexte actuel, n'ont pas le beau rôle. Même si on n'a jamais vu autant de publicité pour des automobiles non polluantes, l'industrie automobile, l'industrie de la construction navale, l'industrie aéronautique, la sidérurgie sont dans l'esprit du public des industries massivement polluantes, dangereuses dans leur proximité et dont on devrait finalement envisager de se passer à court terme. Soit en relocalisant, soit en arrêtant carrément de produire. Il y a un débat entre ceux qui disent qu'il faut améliorer les automobiles et ceux qui pensent qu'il faut arrêter d'en produire, carrément. Pour la Confédération générale du travail, c'est un défi absolument colossal. Parce qu'on a pu entendre qu'il n'y avait pas d'opposition mécanique entre l'urgence environnementale et les questions sociales, mais dans les faits et à court terme, l'opposition est là. Alors, dans quels termes est-ce qu'elle se pose réellement et comment est-ce qu'on peut, ensemble, essayer de la dépasser? Marie-Claire. Alors, peut-être pour démarrer, justement prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, Pierre, c'est-à-dire que moi, je souhaiterais argumenter le fait que, au contraire, l'industrie fait partie des réponses nécessaires si on veut résoudre les défis environnementaux qui nous sont posés. Alors, je vais reprendre un petit peu rapidement l'état de l'industrie en France. La France est énormément désindustrialisée depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, l'industrie, c'est plus que 12% dans le PIB, alors qu'en Allemagne, c'est à peu près le double. On a perdu à peu près 2 millions d'emplois, même s'il y a un transfert d'emplois entre l'industrie proprement dite et les services, parce qu'il y a une transformation de l'industrie, on a quand même perdu énormément d'emplois. Et à quoi cette situation nous a conduits ? Peut-être à émettre légèrement moins de gaz à effet de serre. Là, ici, je fais un bémol parce que, avec le lien avec le débat précédent, les émissions de gaz à effet de serre, c'est une question mondiale, mais il faut, bien entendu, la regarder au niveau de chaque pays, puisque chaque pays a des spécificités particulières, en particulier sur la manière dont il produit son énergie. Et si on regarde la situation de la France, les plus gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et qui sont aussi les plus gros secteurs énergétivores, donc les deux secteurs sur lesquels il faut principalement agir si on veut répondre aux défis environnementaux qui nous sont posés, c'est la question des transports,
premier secteur de gaz à effet de serre et deuxième secteur consommateur d'énergie, et 2, le secteur du logement, qui est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre et le premier secteur qui consomme de l'énergie. Donc, pour revenir aux questions industrielles, en France, on a massivement délocalisé la production avec les théories de production sans usine ou de théories de sociétés post-industrielles qui ont fait énormément de mal. Et en fait, la réalité, c'est que les grands groupes ont simplement été produire à l'autre bout de la planète parce qu'il y avait des gens qui étaient exploités, il faut appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire qu'ils les payaient beaucoup plus mal parce que les droits sociaux étaient beaucoup moindres qu'en France, et indépendamment des dégâts environnementaux, puisque les normes environnementales dans des pays comme l'Inde, la Chine ou d'autres sont bien évidemment inférieures à celles qu'on peut obtenir en France grâce au rapport de force, entre autres avec les existences de syndicats. Et parce qu'après, quand on produit à l'autre bout de la planète, eh bien, il faut rapatrier la production à l'endroit où on la consomme, dans des camions, dans des cargos. Et là, on a ce qu'on appelle pudiquement des externalités négatives, les émissions de gaz à effet de serre, l'état des routes, les effets sur la santé, qui ne sont pas du tout comptabilisés dans le produit. Donc ça conduit 2 choses en France. La première, c'est qu'on a un déficit structurel de notre balance commerciale, puisqu'on n'arrive plus à produire suffisamment par rapport à nos besoins, en tous les cas ce qu'on consomme, mais je vais revenir sur cette notion de besoin. Et la deuxième chose, c'est que notre empreinte carbone, c'est 1,7 fois nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que il faut, quand on parle justement des défis environnementaux auxquels on est posé, et y compris pour toujours faire le lien avec la table ronde précédente, il faut bien parler au niveau mondial, au niveau de la planète. Si nous, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pour aller faire produire ça ailleurs, et qu'on le rapatrie, on va avoir donc des empreintes carbone qui vont augmenter. Donc moi, je préfère qu'on parle en termes d'empreintes carbone plutôt qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la délocalisation de l'industrie a conduit à augmenter très fortement l'empreinte carbone en France. Alors, du coup, à quoi est-ce qu'on est confronté aujourd'hui ? On est confronté, justement, si on veut à la fois répondre aux besoins sociaux qui sont posés ici et ailleurs, et aux défis environnementaux qui sont extrêmement sérieux. Enfin, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Hervé Le Treut précédemment, mais on voit bien que c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Et en particulier, ça n'a pas été dit précédemment, mais les questions de réchauffement climatique vont conduire à des désordres géopolitiques extrêmement graves. Moi, je pense par exemple aux migrations auxquelles ça va entraîner des migrations massives de population, et donc au niveau géopolitique, y compris, c'est des questions de paix dans le monde auxquelles on est confronté. Donc c'est vraiment des enjeux extrêmement sérieux. Donc on est vraiment confronté à des défis, je veux dire, très, très, très nouveaux, de très haut niveau. Ça veut dire que se pose la question de produire et de consommer autrement. Et donc, je pense qu'on est face à un changement de civilisation et que c'est de cette manière-là qu'il faut amener les questions. Pour le dire autrement, la cause écologique et la cause anthropologique sont étroitement liées. Et donc, il faut qu'on discute aujourd'hui de ce changement de civilisation devant lequel on est, comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit et qu'est-ce qu'on consomme, puisque les choses sont étroitement liées. Alors après, pour revenir sur les questions industrielles, de relocalisation industrielle, puisque c'est beaucoup dans le débat aujourd'hui, parce qu'effectivement, moi, enfin, je soutiens, et ça a été le cas d'un avis au CESE sur lequel j'ai travaillé d'ailleurs, y compris avec Anne sur ces questions-là. Je soutiens que la transformation du système productif et donc justement de l'industrie peut amener à être une réponse aux besoins, puisqu'on peut effectivement produire autrement. Quand on dit de relocaliser la production, alors là, bien évidemment, dans le discours, c'est intéressant également, parce que depuis 6 mois, depuis la crise du Covid, qui n'a fait que mettre en évidence notre incroyable dépendance dans les chaînes de production à d'autres pays, très rapidement, Véronique en a parlé dans la table ronde précédente sur la question du médicament, mais c'est vrai que, par exemple, on a failli être en rupture de paracétamol, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il y a eu un rapport qui a été demandé au gouvernement, justement, qui est tombé en juin 2020, qui s'appelle le rapport Biot, qui montre qu'on est incapable de connaître les goulets d'étranglement. Les entreprises privées, et donc a fortiori le service public et l'État, ne sont pas capables de prédire des goulets d'étranglement dans les filières de médicaments. C'est quand même assez extraordinaire d'en être arrivé à ce degré de dépendance. C'est-à-dire que quand en 2008, Rhodia ferme dans le Roussillon
la dernière usine qui fabrique les principes actifs pour faire du paracétamol, la dernière usine en Europe pour faire du paracétamol, et qu'elle délocalise ça en Inde ou en Asie, c'est parce qu'en Inde ou en Asie, on produit le paracétamol 1 € de moins que dans le Roussillon. Et quand on sait que le principe actif, c'est 1% dans le prix du médicament à l'arrivée, on voit bien qu'on est à des véritables aberrations industrielles. Et pourquoi? Alors, il y a eu un rapport au Sénat qui a été fait aussi, je fais une petite incise sur ces questions de médicaments. On voit bien que 10 ans après que les molécules étaient mises sur le marché, à peu près, alors pourquoi 10 ans? Parce qu'au bout de 10 ans, ça tombe dans le domaine public, les brevets. Donc, c'est plus rentable. Donc, au bout de 10 ans, on délocalise ailleurs. On va en Inde, on va en Chine, et on va en Asie, et ainsi de suite. Donc là, il y a un véritable enjeu, justement, de relocalisation industrielle. Je dis ça parce que quand on parle de relocalisation industrielle aujourd'hui avec des dirigeants de grands groupes ou avec la nouvelle ministre de l'Industrie, on entend parler, oui, mais sur l'échelle de l'Europe ou du Maghreb, parce qu'il y a toujours ce fameux coût du travail qui les obsède, alors que nous, on pense que c'est vraiment partir dans le mauvais sens de parler comme ça. Et la ministre de l'Industrie, elle parle plus de diversification industrielle que de relocalisation industrielle, c'est-à-dire on va quand même continuer à produire en Asie, mais on va avoir peut-être 10-20% qui sera localisé à un endroit où on pourra activer le moment venu. Donc juste ces questions de relocalisation industrielle, bien entendu, la question, c'est pas de vivre en autarcie, mais c'est d'arriver à imaginer en France et en Europe quelles sont les filières stratégiques, à quel endroit justement on a cette production, et surtout d'avoir une autre manière de produire avec des circuits courts, avec une économie circulaire, mais je pense que Anne, ça va énormément le développer, et puis de savoir ce qu'on produit, c'est-à-dire de produire des objets qui sont durables, qui sont déparables, qui sont interconnectables. Alors une petite chose, parce qu'on nous oppose souvent dans le débat, qu'on peut faire entre autres avec des dirigeants d'entreprises ou du MEDEF, oui mais ça va coûter cher et les gens ne pourront jamais se le payer. Alors là-dessus, moi je pense c'est un vrai débat, cette chose-là. Il y a plusieurs arguments qu'on peut opposer. D'abord, pourquoi ça va coûter cher? Ça va coûter cher, il faut appeler les choses par leur nom, parce qu'on va exploiter les gens ailleurs. C'est-à-dire il y a un vrai enjeu, et ça a été abordé dans la table ronde précédente, d'arriver à avoir une harmonisation par le haut des normes sociales et environnementales, des choses qu'on peut commencer à obtenir peut-être ou avancer en Europe, et bien évidemment au niveau mondial, il y a des organismes comme l'OIT qu'il faudrait renforcer pour travailler sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est oui, ça coûte cher, mais si on internalise dans le coût du produit tout ce qui coûte réellement, c'est-à-dire le prix du carbone qu'il émet, l'usine des routes quand c'est ramené sur des camions, les marées noires quand les cargos ils déversent dans la mer, la santé, toutes ces conséquences sur la santé, là déjà on va arriver à des choses qui sont un petit peu plus équivalentes. Et puis dernière chose, si on produit sur le territoire national et au plus près de l'endroit où on consomme, avec justement des produits qui vont être durables, qui vont être réparables, avec de la recherche, avec du recyclage, eh bien on va créer des emplois y compris de haut niveau, avec des gens qu'on va former et donc qu'on pourra augmenter et qui pourront donc avoir un salaire qui pourront leur permettre de s'acheter des objets. La dernière chose, parce que je pense que je suis déjà un petit peu trop longue, l'enjeu central qui nous est opposé aujourd'hui, parce qu'on voit souvent dans les débats, on parle de la question de la réponse aux besoins, c'est-à-dire l'industrie, elle est là, in fine, pour répondre aux besoins sociaux, et elle doit être capable de répondre à ces besoins sociaux en prenant en compte les défis environnementaux qui sont posés aujourd'hui. Mais je pense que cette question de définition des besoins, c'est une question qui n'est pas simple et qui renvoie à la question qui est centrale aujourd'hui, c'est l'enjeu démocratique. C'est-à-dire qui définit ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire qui définit ce que l'on produit, pourquoi on le produit et comment on le produit. Donc c'est une question démocratique pour toute la société, c'est une question de démocratie aussi, de démocratie sociale dans l'entreprise. C'est-à-dire comment les salariés, ils peuvent avoir leur mot à dire sur ce qu'ils produisent, sur comment ils produisent, sur pourquoi ils produisent. Et ça ramène à la question qui est centrale pour une organisation syndicale comme la CGT, qui est la question du travail. C'est-à-dire le sens du travail. Aujourd'hui, on parle très peu du travail. On entend souvent des salariés dire que
ils ne trouvent plus de sens à leur travail, ou des gens qui ont un certain âge qui sont contents de sortir de l'entreprise parce qu'ils en ont marre de leur travail, parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils travaillent. Et ça, à tous les niveaux de l'entreprise, que ça soit avec la coupure qu'on fait souvent, qui n'a de moins en moins de sens, je pense, entre le travail manuel et le travail intellectuel, que ça soit des ouvriers, des techniciens, mais même des ingénieurs et des cadres, quand on leur demande de faire des travaux, de travailler et de dirigé par les nombres, comme dirait Alain Suppiot, à partir de tableaux Excel, on perd le sens du travail. Donc cette question du travail, y compris, elle devient extrêmement centrale, avec une transformation, je pense, anthropologique, y compris du travail, avec l'arrivée des nouvelles technologies massivement dans toutes les industries, qui va nous amener justement, si on l'utilise de bonne façon, à augmenter les qualifications de tout le monde pour ne laisser que la part créative du travail et évidemment avoir des gains de productivité supérieurs qui nous permettront, si on les utilise de manière démocratique, à diminuer le temps de travail et ce qu'on puisse avoir le temps justement de s'occuper d'autres choses. Et là, on pourrait reparler, mais peut-être après dans le débat, de cette proposition qui a été portée dans le cadre de la Convention citoyenne, qui est la seule proposition qui n'a pas été amenée jusqu'au président de la République, puisque les citoyens se sont un petit peu autocensurés, ils ne l'ont voté qu'à 35%. Mais quand même, c'est un débat qui était intéressant, et si on a le temps, on pourra revenir dessus tout à l'heure dans le débat. Il faudra absolument y revenir, parce que, de toute évidence, y compris dans l'approche mondialisée qu'on a de ces questions, l'enjeu démocratique est posé. Il y a une convergence très très forte, par exemple, entre tout ce qui est négationnisme de la crise climatique et des enjeux environnementaux par des gouvernements qui sont des gouvernements autoritaires et qui poussent l'autoritarisme jusqu'à revenir sur la légitimité des institutions qui sont des institutions héritées du temps des Lumières, la représentation démocratique. Donc on a cette convergence entre une crise sociale, une crise économique et environnementale, et aussi une crise de la représentation démocratique et des fonctionnements démocratiques, dans les entreprises certes, mais aussi dans les rapports entreprises et intérêt général que la crise va nous contraindre à redéfinir en termes nouveaux. En attendant, une des questions qui est posée dans tous les champs industriels qui ont été évoqués, c'est celle de la performativité des alternatives. Un peu partout, que ce soit l'initiative d'organisations syndicales ou de partenaires dans le champ démocratique, il y a des contre-propositions industrielles qui surgissent. C'est le cas dans la sidérurgie, c'est le cas dans l'automobile, autour de l'électrique notamment, c'est le cas dans l'aéronautique, avec des moteurs plus économes. C'est le cas dans l'industrie du camionnage, on pourra y revenir. Et de façon générale, les directions d'entreprise freinent. Soit en supprimant carrément les moyens qui permettraient de moderniser ou de changer les termes de la production, soit en les ignorant totalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les porter ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les légitimer ? Est-ce que la proposition d'économie circulaire rentre dans ce cadre et comment est-ce qu'on peut la faire vivre ? Anne. Merci. Merci pour votre invitation et de pouvoir débattre de ces sujets. On en débat beaucoup, effectivement, au Conseil économique, social et environnemental, mais je suis ravie d'en débattre avec vous. Alors d'abord, je vais commencer peut-être avec, pour mettre l'ambiance, bienvenue dans le monde de la complexité. De vous dire qu'on aura une solution unique et parfaite demain matin serait quand même un peu compliqué. Ceci dit, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit pour en arriver à l'économie circulaire. On n'a aujourd'hui jamais eu autant de conscience sur le fait que le modèle économique tel qu'il a été poursuivi jusqu'à maintenant arrive à terme, on va dire. On ne peut pas lui en vouloir. Au moment de la révolution industrielle, ces enjeux d'accès aux ressources n'étaient pas un sujet. Donc effectivement, on a créé ce qu'on appelait une économie linéaire. On extrait, on transforme et on jette. On l'a appelé linéaire après. Mais en tout cas, c'était le modèle de la révolution industrielle et qui a apporté, disons-le, énormément de confort et énormément d'évolution
dans la vie des humains, même si aujourd'hui il y a encore évidemment beaucoup de problèmes, on a quand même eu une évolution extrêmement intéressante de notre façon de vivre globalement. Hein. J'en fais un global. Et puis on est arrivé à ce sujet de la raréfaction des ressources et l'enjeu climatique qui aujourd'hui effectivement en conscience, on va dire que bien sûr on a encore quelques dirigeants ou pas que des dirigeants d'ailleurs, mais qui sont dans ce déni, mais malgré tout. Et donc pour faire ce lien, on met effectivement on remet en cause sur des faits, pas sur des idéologies, sur des faits, le fait que le modèle économique tel qu'il s'est développé aujourd'hui arrive à terme. Et je voudrais, avant de vous parler de l'économie circulaire, vous donner 3 chiffres, mais comme ça on va quand même voir par rapport à l'économie d'où on part. En 50 ans, l'extraction des matières premières a triplé. On est passé de 27 milliards de tonnes par an à 92 milliards de tonnes de ressources extraites au niveau mondial. L'utilisation des ressources est de, en moyenne, 10 tonnes de ressources par an et par habitant. En Occident, notre utilisation de ressources est de 20 tonnes. Et puis, puisqu'on parle d'empreinte carbone, rappelons-nous que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'extraction, à la fabrication, au transport et à la fin de vie des biens. Mais la majorité, c'est dû à l'extraction et au transport des matières et à la fin de vie des biens. Ce qui veut dire que finalement, l'usage est une partie, mais que globalement, si on veut le réduire de façon très, très schématique, plus on produit de produits neufs, plus on consomme. Enfin, on utilise et on émet de gaz à effet de serre. Donc en gros, on voit un peu quand même les ordres de grandeur qui sont quand même énormes. Alors, on parle d'économie circulaire. On parle d'économie circulaire et je voudrais juste faire un petit point pour répondre à votre question. Est-ce que c'est une alternative viable, possible ou pas ? Alors déjà, je voudrais juste, sans rentrer dans des grandes définitions, bonjour, parler avec vous de quoi on parle, de quoi, en tout cas, je voudrais qu'on parle quand on parle d'économie circulaire. Je vous ai dit, on est passé de l'économie linéaire à aujourd'hui une économie que moi j'appellerais l'économie du recyclage. C'est-à-dire qu'on continue à produire comme à extraire, à produire, à consommer, et puis on se dit, zut, on a quand même beaucoup de déchets, qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets ? Et donc on a développé, et c'est bien, une économie du recyclage, qui est de se dire comment je peux faire pour qu'on réduise la part des déchets et de transformer ces matières qui devraient devenir des déchets en seconde vie, leur donner une seconde vie. C'est globalement, dans tous les débats dans lesquels on est, partout quand on lit, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Mais non, ce n'est pas une économie circulaire. C'est une économie du recyclage. Et c'est déjà une partie. Moi, j'aimerais vous dire que l'économie circulaire, telle que j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, et si vous en êtes d'accord, ce n'est pas celle-là. L'économie circulaire, c'est celle qui prend comme modèle la nature. Ce n'est pas parce que je viens d'une association environnementale, mais en tout cas, on a un modèle devant nous qui est juste absolument parfait. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Zéro. Tout sert à quelque chose, tout est transformé pour devenir quelque chose. Dans l'économie circulaire, il y a des boucles. C'est-à-dire que, si on veut le schématiser, l'enjeu de l'économie circulaire, c'est de ne plus avoir de déchets. C'est de ne pas créer une industrie du recyclage qui se nourrit de déchets, mais c'est de garder la valeur de la matière pour qu'elle soit éternellement, disons-le de façon conceptuelle, utilisée. Ça, c'est l'idée. Et quand on parle d'économie circulaire, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à penser économie circulaire quand on arrive à se dire « tiens, on a beaucoup de déchets ». Ça veut dire que l'économie circulaire, c'est un changement total de regard et d'intention de ce que l'on va faire. Ça veut dire que l'économie circulaire, ou cette alternative que je vous propose au débat, c'est effectivement changer nos modes de production et nos modes de consommation.
Ça veut dire concevoir des produits qui vont être réparables, désassemblables, réutilisables, et désassemblables pour que les matières puissent être utilisées, et dont l'usage va pouvoir avoir différentes formes. C'est-à-dire qu'on peut en reparler, hein, on peut avoir différents usages d'économie servicielle, c'est-à-dire qu'on va utiliser, comme la location ou autre, des biens plusieurs fois. Donc, pour vous redire, l'économie circulaire, c'est une économie qui va créer des boucles, qui va faire que quand on conçoit des biens, donc quand on est au cœur, au démarrage de l'industrie, on conçoit des biens, non pas pour devenir des déchets, mais pour garder la valeur de la matière. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Le bâtiment. Le bâtiment, évidemment, existe depuis toujours. Le bâtiment, globalement et en général, on conçoit des bâtiments. Alors, je vais être un peu abrupte, hein, parce que... Allez, on est entre nous. Mais le bâtiment est généralement conçu pour devenir un futur tas de gravats. Quand on doit détruire un bâtiment pour en reconstruire, et c'est la vie évidemment, il reste, et pourtant Dieu sait si on essaye aujourd'hui de chercher à réutiliser, on peut au mieux réutiliser 5%. Parce que vous imaginez que quand on détruit un bâtiment, ce qu'on arrive à en ressortir, c'est pas grand-chose. D'accord ? Donc aujourd'hui, depuis toujours, mais encore aujourd'hui, on fabrique des bâtiments qui vont être des futurs tas de gravats, donc des déchets. Les déchets du bâtiment, c'est 70% des déchets en France. Et partout, d'accord ? Avec un accès à la ressource qui est extrêmement faible. Donc, on peut essayer de développer du recyclage pour le bâtiment, et il faudra le faire, mais sur 5%. Où mettons notre énergie ? Donc l'énergie, et ça se développe actuellement, ce n'est pas un rêve, on a des bâtiments qui se développent et qui sont prévus pour être démontables, désassemblables et réutilisables, dont la matière est réutilisable. Il y a des expériences qui sont faites, de vous dire que c'est à 100% non, mais on est dans cette idée. Mais ça veut dire qu'il faut travailler dès la conception. Et c'est la même chose pour tout. Donc ça, c'est vraiment le sujet de l'économie circulaire. C'est-à-dire que tant qu'on restera dans un système où on se dit qu'on va créer une économie de la transformation du déchet, on va améliorer les choses à la marge. Mais on ne changera pas de modèle et on n'ira pas vers un mode où on va permettre de répondre à cet enjeu qui est d'abord un enjeu humain. Comment va-t-on vivre demain ? Comment nos générations, parce qu'on n'est pas... on peut en voir, et les générations qui viennent vont arriver à vivre. Donc, l'alternative à laquelle je crois, en tout cas, et qui n'est pas encore... Vous dire qu'aujourd'hui, c'est absolument génial, qu'il y a des modèles d'économie circulaire absolument parfaits, qu'il y a zéro déchet, non. Mais l'intention aujourd'hui, quand on peut démarrer, revoir ce que ça veut dire que la relocalisation, on peut en reparler. Ça ne veut pas dire juste relocaliser la gestion de nos déchets. Ça ne veut pas dire, en gros, et pour schématiser, tant qu'on aura une économie qui va créer toujours de plus en plus de produits neufs, on n'y arrivera pas. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'industrie. Moi, je crois fondamentalement, on échange suffisamment souvent, je reprendrai la première phrase que disait Marie-Claire, au fait que l'industrie est une solution. Mais pas n'importe quelle industrie. En tout cas, pas l'industrie d'aujourd'hui. Et c'est pas, je n'en veux à personne. On a fait comme ça. Mais en tout cas, pas cette industrie-là. Donc oui, de l'industrie. Mais il faut qu'on se dise que l'industrie, en tout cas pour répondre aux enjeux, si on croit au réchauffement climatique et qu'on se dit que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'extraction, le transport des matières et la fin de vie des produits, alors ça veut dire qu'on doit créer une économie qui crée de l'emploi et qui donne accès à tout le monde aux biens, parce qu'on a besoin de biens évidemment, on a besoin d'évoluer sans créer de plus en plus de produits neufs. Donc, je sais que c'est provocateur, mais en tout cas, c'est ce que je mets au débat. Et il y a des solutions pour ça.
Merci Anne. On accueille Fabienne Tato qui nous a rejoint. On la remercie parce que je pense qu'on lui a compliqué sa journée, mais on est très content de sa présence. On me fait signe qu'on a des questions ou des interpellations qui nous viennent. Alors je ne sais pas comment on les appelle. On va dire nos chers absents, puisqu'ils ne sont pas là, mais ils sont très présents sur le réseau. On écoute ça et on voit comment on y répond. Oui, alors on a plusieurs questions, dont une partie qui a été évoquée par nos invités. Alors, quand on parle de répondre aux besoins, ne faut-il pas aussi s'interroger sur ces besoins ? Par exemple, la voiture individuelle, pourquoi et en quoi en aurions-nous besoin ? Les industries ne créent-elles pas les besoins elles-mêmes dont elles ont besoin ? Après, on a une seconde question. Y a-t-il un intérêt général dans une société de classe ? Et après, 2 contributions. À noter aussi que malgré le déni de nos dirigeants, les pics de production de toutes nos énergies fossiles sont derrière nous ou à peine 2 ans devant nous. Et enfin, 32 heures, mise en place des transitions écologiques, prise en compte des coûts réels comprenant la pollution. Les salariés doivent s'emparer de ces questions essentielles pour tous dans un monde complexe. Alors, nature des besoins, y a-t-il un intérêt général ? Et j'avoue que j'ai perdu la 3e question, ce qui ne rend pas bien. C'est des contributions plus que des questions. C'était des contributions, c'est bien pour ça. Le point d'interrogation me manquait, je n'avais pas imprimé. Mais autour du temps de travail, on va dire, c'était une question importante. Alors, j'en rajouterai une autre, et singulièrement à l'attention de Fabienne, mais on va pas la mettre sur le devant de la scène tout de suite, parce qu'on va la laisser s'installer un peu dans la dynamique du débat. On a vu dans les interventions précédentes qu'il y avait un besoin de rupture que je qualifierais de radical. Il s'agit de changer de mode de production, d'imaginer une nouvelle économie, changer de mode de consommation, y compris d'ailleurs en étant exigeant sur la qualité des produits et sur leur coût. Le gouvernement vient de rétablir dans toute sa légitimité la planification. Est-ce qu'il faut y voir un bon signe sous l'aune d'un retour de l'État stratège? Et est-ce que cet État stratège est l'une des réponses aux questions qui sont posées par ce changement radical qui est désiré par les intervenantes de cette tribune? Alors, la définition des besoins, Marie-Claire, je pense que c'est toi qui avais ébauché cette question. Peut-être tu as un élément de réponse, mais évidemment, vous êtes toutes les 3 invitées à vous exprimer sur la question. Oui, enfin, je pense que cette question de définition des besoins, c'est un véritable enjeu démocratique sur tous les sujets. Parce que, effectivement, donc là, on parle par exemple de la voiture. Est-ce qu'on a besoin de la voiture ? On a besoin de se déplacer. Parce que moi, je ne suis pas pour que la politique soit menée, conduise à ce qu'on ait, je veux dire, des libertés restreintes en termes de déplacement. Un confinement généralisé. Oui, parce que voilà, exactement. Parce que, mais y compris cette question de voiture et de déplacement. On voit par exemple le mouvement des Gilets jaunes. À l'origine, c'est la taxe carbone. Mais pourquoi ? Parce que c'est des gens qui habitent dans des endroits, au niveau de l'urbanisme, ils n'ont pas les moyens d'habiter près de leur lieu de travail, donc ils habitent loin, il n'y a pas de transport collectif, ils ont des vieilles voitures, ils ont parfois des horaires de travail décalés ou fractionnés, donc ils sont dans l'obligation de prendre une automobile, y compris une automobile qui émet des gaz à effet de serre, ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est une question globale. Donc cette question justement de définition, qu'est-ce que c'est que les enjeux de mobilité ? Comment on peut se déplacer, comment on développe des transports collectifs qui sont effectivement des transports collectifs qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui n'émettent pas de particules fines, qui sont compatibles justement avec les défis environnementaux qui sont posés. Mais ça, je pense que c'est justement des questions qu'on doit pouvoir débattre dans la société. C'est-à-dire de savoir comment on définit au niveau d'une société ce que sont nos besoins. On a eu, je me souviens d'un débat, moi je travaille dans le secteur énergétique, je me souviens d'un débat qu'on a eu, par exemple, au moment d'une loi qui a avorté, où il était question de définir une température qui était raisonnable dans le logement.
Mais comment on peut imaginer que cette température, elle puisse être la même pour tout le monde ? En fonction de l'âge qu'on a, en fonction de la sensibilité qu'on a, y compris, moi j'ai regardé des études où des personnes qui étaient de certains pays n'avaient pas les mêmes sensibilités au froid et à la chaleur que d'autres, en fonction si on est malade ou pas, en fonction, vous voyez, il y a des tas de paramètres qui interviennent. Donc moi je ne suis pas pour qu'on puisse dire de manière brutale, voilà, il faut qu'on puisse débattre démocratiquement des besoins, parce que derrière, ça implique de ce qu'on va produire et de comment on va le produire et pourquoi on va le produire. Parce qu'on a parlé, par exemple, Anne a parlé beaucoup des ressources fossiles, de l'extraction. Moi, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, une des questions qui est centrale aujourd'hui, c'est la question de ce qu'on appelle les métaux stratégiques, ou également les terres rares. C'est Deng Xiaoping qui disait « on n'a pas de pétrole, mais on a les terres rares ». Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pétrole, à juste titre, hein, charbon, pétrole, gaz, mais tous aujourd'hui les nouvelles technologies, tout ce qui est électronique, tout ce qui est les énergies renouvelables, tout ce qui est les téléphones portables, ainsi de suite, ça nécessite des métaux stratégiques qui ne sont pas produits en France, qui ne sont pas extraits en France. Donc ces choses-là aussi, il faut les mettre dans le débat. Alors, la question des besoins, et je vais passer la parole à Anne, parce que cette question des besoins, elle est au cœur, et c'est plutôt dynamitant, de la logique d'une économie circulaire. Je vais prendre un exemple parmi d'autres, mais prenons l'industrie textile et du vêtement. C'est sans aucun doute mondialement une des industries qui produit le plus de déchets, de manière cyclique. Or, elle fonctionne sur la mode, essentiellement, en tout cas dans les pays de l'OCDE. La mode et les besoins ne font pas bon ménage. Et pour autant, comment combiner les deux ? Comment faire en sorte qu'on ne soit pas tous habillés en col Mao, comme ça a pu se faire à certaines époques, pour réduire les déchets, ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre une créativité artistique au sein d'une industrie, tout en limitant les déchets ? Alors, exactement. Je pense que c'est un très bon exemple, la mode, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, mais la mode et le gaspillage textile est de loin au moins autant, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin au moins autant important en termes de gaspillage et de pollution, puisqu'il y a une pollution terrible avec le textile. Mais vous parlez de la mode, et c'est très intéressant. C'est effectivement, mais la mode, c'est la même chose pour tous nos biens. Hein. Ça s'appelle de l'obsolescence esthétique. D'accord ? Ça veut dire qu'on est l'obsolescence esthétique. Alors on ne peut pas la dire programmée, mais presque, puisque la mode, on peut dire que c'est programmé. Mais moi, je suis pour le fait qu'il y ait quand même de l'esthétisme, y compris dans la mode. Mais du coup, on a une obsolescence esthétique, c'est-à-dire que ça ne nous plaît plus. Mais comme un téléphone ne nous plaît plus, parce qu'il n'est plus à la mode, et du coup, on va le changer. Et là, on parle aussi, pour revenir aux besoins, comment on fait ? Le sujet, c'est comment on fait dès la conception. C'est-à-dire que si on a conçu des biens comme des vêtements qui sont certes à la mode, et on n'est pas là pour se dire qu'il faut tous revenir au col Mao, mais certes à la mode, mais dont le seul usage de la matière derrière, c'est d'être mis en ballot pour brûler, pour faire de l'énergie, là, on a un vrai sujet. Si les biens, même s'ils sont esthétiques et même si on a de la mode, mais qu'il y a une réelle conception des produits non polluants et réutilisables vraiment sur de la matière, parce qu'aujourd'hui, comme on est dans de la fast fashion, aucun de nos vêtements n'est vraiment réutilisé en quoi que ce soit, tellement, de toute manière, au bout de 30 lavages, ça veut plus, c'est des fibres mortes. Si c'est conçu différemment, alors peut-être que le bien va avoir une autre utilisation. Je vous prends l'exemple d'une entreprise qui a testé la location de chaussures, bocage, pour ne pas les citer. Quand ils ont sorti ça en se disant on va sortir un service de location de chaussures et de rechapage de chaussures pour pouvoir les remettre à disposition. Ils font des expérimentations. Ils sont pour l'instant encore dans l'expérimentation, ils verront. Mais comme ils produisent en France, ils peuvent vendre des chaussures, on les récupère parce qu'on les a louées, ils les refont complètement et gardent la matière et ils les remettent à disposition en occasion. Ça veut dire qu'on peut garder un effet de mode
et à la fois avoir une matière qui est réutilisée. Donc, ça veut dire que les besoins, ce n'est pas des besoins de fabriquer des vêtements ou de fabriquer de la mode. Les besoins, c'est comme pour le déplacement, de se déplacer. Là, c'est de s'habiller. Donc, ça veut dire que la conception de la mode doit être différente dès le départ. Mais pas forcément au niveau esthétique, au niveau de la fabrication, au niveau de la conception. J'ai bien compris. Fabienne, encore merci de s'inscrire dans le débat de manière aussi abrupte. Hein. C'est un défi, mais je pense qu'on va s'en sortir. Cette question des besoins était corrélée à une seconde qui portait sur l'intérêt général. Alors, dans nos démocraties historiquement constituées, on a tendance à considérer, enfin, plus en France qu'ailleurs, que c'est l'État qui est garant de l'intérêt général et que donc c'est l'État qui, à un moment donné, se prononce sur les priorités de besoin, sur le type de réponse qu'on y apporte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières décennies, l'État a fait la démonstration qu'il n'était pas exactement dans cette posture ni dans ce rôle. Et de Lubrizol aux néocotinoïdes, on voit bien que les décisions de l'État sont en fait beaucoup plus inspirées par la défense d'intérêts très particuliers, pas d'ailleurs forcément d'un intérêt du capitalisme global, mais d'intérêts particuliers, de lobbies constitués de chiens méchants qui défendent leur niche, on va dire, hein, plutôt que de l'intérêt général. Alors, est-ce qu'on peut analyser la remise au premier plan de la planification avec François Bayrou comme une avancée vers une prise en compte sérieuse de l'intérêt général? Quelle réflexion on peut avoir sur cette notion même d'intérêt général? Et est-ce qu'elle n'est pas violemment bousculée par ce que Marie-Claire qualifiait de révolution anthropologique? Ouais, je dois dire que ta première question n'est pas simple. Bienvenue. Alors, au départ, je devais intervenir sur la troisième table ronde parce que je suis issue du ministère de la Transition écologique, qui est un ministère qui a beaucoup évolué en fonction des époques, justement pour coller en fait, aux besoins d'aménagement du territoire, notamment. Et là, donc le ministère s'appelle Transition écologique, avant c'était équipement, et il a un champ de mission très, très différent. Donc c'est à ce titre que je participe. Par exemple, on intervient sur des questions d'aménagement du territoire avec l'urbanisme, sur des questions de construction de logements. Donc on a abordé aussi cet aspect-là. Je vais ouvrir un petit verre parce que c'est toujours au moment de parler qu'on a... Et donc, je ne vais pas décrire toutes les missions que prend en charge le ministère, mais quand même, dans sa forme, le ministère a beaucoup changé, puisqu'avant, c'est un ministère technique et de production. Et aujourd'hui, les nouvelles politiques qui sont à l'œuvre fait qu'il y a d'autres partenaires qui sont partie prenante de la réalisation du service public. Alors, je ne vais pas essayer de trop embrouiller les choses, mais je dirais en substance, est-ce qu'il faut lier la notion de service public avec la notion d'intérêt général? Et dans le questionnement qui est remonté, il y avait en substance la question, est-ce que l'intérêt général concerne bien tout le monde? J'ai envie de répondre déjà à cette question en disant que l'intérêt général, oui, il concerne tout le monde, à partir du moment où il répond aux besoins, aux premières nécessités, et qui ne laisse personne de côté. Après, dans son rôle, l'État défend-il toujours l'intérêt général et rend-il toujours le service public dont on a besoin? Alors, comme il n'est pas le seul acteur sur ce terrain-là, je pense que la réponse n'est pas très simple, notamment parce qu'aujourd'hui... Alors, je vais peut-être m'éloigner de la réponse que tu attends, mais j'ai envie de dire qu'avant, l'État était vraiment celui qui indiquait le chemin à suivre, qui élaborait les lois, qui dictait un peu les choses. Aujourd'hui, il y a un besoin de démocratie parmi la population, une envie de s'investir dans les sujets, de prendre part aux décisions, qui fait que ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Et notamment pour les missions qui sont de notre ministère, je rappelle que la décision du plan de relance, 100 milliards, il y a 30 milliards qui incombent aux missions, qui doivent être mises en œuvre au travers des missions du ministère.
en fait, il y a besoin que cette mise en œuvre, elle soit décidée, élaborée au plus près des territoires. C'est là que les besoins s'expriment. C'est là que les entreprises s'implantent. C'est là qu'il y a des impacts sur le territoire et sur les individus. Mais aujourd'hui, moi, du point de vue de mon ministère, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est plutôt en perte de prise sur ces sujets-là. On va se retrouver avec notamment des ICT qui se plaignent. On a une étude récente, on a fait une consultation, qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment de transparence sur les politiques qui sont élaborées, de ne pas assez y participer. Ils perdent progressivement le sens de leur travail. Et donc, il y a, à mon avis, besoin de travailler à la fois sur la manière dont sont réalisés les investissements publics, par exemple, parce que dans les 30 milliards, une grosse partie va aller directement aux entreprises, mais se pose alors la question de ce qu'elles vont faire et comment on contrôle ce qu'elles vont faire. Donc c'est là où peut-être que le commissariat au plan a un rôle à jouer, sachant qu'il y avait déjà France Stratégie qui existait. Donc il faut peut-être regarder de près ce que va faire ce nouveau commissariat au plan. Et ce que l'on voit aussi, c'est aussi une démarche de la CGT qui progresse, c'est le besoin aussi de faire rentrer la démocratie et toutes les associations dans les lieux de décision et dans la démarche de discussion et de décision, là aussi où sont les États ou les collectivités territoriales. Alors je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'exprime, vu que je prends le débat un petit peu en cours, mais voilà, la forme de l'action publique, elle a changé. La question du service public et de l'intérêt général, je pense que c'est à nous tous de la défendre. Et que moins on s'en mêle, plus les intérêts privés peuvent prendre le dessus, d'autant qu'encore une fois, dans les acteurs, il y a beaucoup de sources de lobbying possibles, que ce soit au niveau de la Commission européenne, avec par exemple laquelle nous, mon ministère, on travaille beaucoup, mais aussi sous d'autres effets peut-être moins évidents. Mais par exemple, il y a une loi qui a été votée en août 2019, qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui favorise la perméabilité entre le public et le privé. Et pour le dire, par exemple, ma secrétaire générale dans mon ministère, elle est issue de Bouygues. Donc je pense que ça favorise quelques passerelles, discussions, échanges, et que voilà. Donc l'intérêt général, pour moi, oui, il est toujours présent, il répond bien aux besoins de tout le monde. C'est peut-être une réponse un peu simpliste à ce stade. Non, mais il y a au moins un domaine où on ne pense plus en silo. On organise les circulations. C'est un début de réponse. Merci Fabienne. On me fait signe qu'il y a d'autres interventions, donc on va les prendre, d'autant que le temps passe, et ensuite on reviendra à nos invités de tribune. Oui, alors quelques questions. Après, il y a des contributions. Ils s'auto-répondent, donc je vais essayer. Je propose qu'on priorise les questions, parce que voilà. ça favorise quand même les réponses. Alors, des groupes comme Vinci mettent déjà en œuvre dans la construction l'éco-conception et le recyclage. L'économie circulaire est compatible avec le capitalisme dès lors qu'elle est pour lui l'opportunité de nouveaux profits. Comment la généraliser au bénéfice des classes populaires ? Première question. L'État stratège n'est-il pas le règne des technocrates, celui-là même qui nous a entraînés dans les grands programmes productivistes et polluants des 30 Glorieuses ? Après, on a alors donc une personne qui demande comment contraindre l'industrie à créer durablement. Et on a deux contributions que je résumerai comme comment contraindre l'État à vraiment être un État stratège et à poser vraiment ces questions de réponse aux besoins et les bons besoins. Après, on a une question à travers un témoignage. Connaissez-vous l'entreprise Fairphone qui propose un téléphone éthiquement responsable ? Le problème est que le téléphone coûte 450 € pour en gros un équivalent à 200 € sur les téléphones actuels. Comment permettre l'accès à des technologies propres à des tarifs accessibles ? Augmenter les salaires ne serait-elle pas une solution pour que la consommation change vers une consommation responsable ? Si j'osais, je dirais « Waouh, on a des rencontres extrêmement riches en termes d'interrogation ». Alors,
je vais traduire les questions telles que moi je les entends, et je vais les traduire de manière peut-être un peu plus provocatrice. Est-ce qu'il faut absolument rompre avec, entre guillemets, le capitalisme pour aller à une solution qui soit socialement et environnementalement compatible, ou est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'il faut faire du passé table rase? Question. Est-ce que, au motif que l'État stratège a été un État technocrate, il faut renoncer à une conception stratégique de l'État? Et auquel cas, comment faire? Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on ne sait pas? Après tout, l'expérience de la ZAD de Nantes a montré un conflit extrêmement riche et compliqué entre l'État, les collectivités locales, une partie de la population, une autre partie de la population. Il y a un moment donné, une décision a été prise. Est-ce qu'on s'achemine vers ce type de conflit riche et productif, je dirais, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Enfin, il y a une question centrale qui a été reprise par plusieurs et qui pourrait sans doute être un champ de réflexion pour notre conclusion, c'est comment contraindre. Et on sent bien que, formulé comme ça, on sent qu'il faut de la contrainte pour arriver à des solutions, et pas seulement des projets et des convictions. Donc comment est-ce qu'on peut articuler le projet, élargir les convictions, mais en même temps créer, les syndicalistes aiment cette expression, un rapport de force qui soit tel que ce soit ces projets et ces convictions qui l'emportent. Marie-Claire, je t'avais coupé la parole tout à l'heure. Non, c'est pas ça, mais non, mais la question que tu poses, c'est voilà, on peut débattre pendant toute. Non, mais c'est pas moi qui la pose. Non, mais elle est posée. Oui, non, mais justement, non, mais c'est passionnant. Alors, très rapidement, pour essayer d'intervenir sur plusieurs thèmes. L'État, il est le garant de l'intérêt général. Donc, effectivement, il doit avoir un rôle de stratège et de planificateur. Enfin, nous, c'est ce qu'on défend à la CGT, parce que c'est lui qui est capable de se projeter sur le long terme. Alors, bien sûr, alors, à un moment donné, on ne pouvait plus parler de planification, donc on disait prévoir sur le long terme. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de planification, sauf que, je le redis, tout le monde ne met pas la même chose derrière ce mot-là, donc ça, il faut faire attention aux mots. Mais effectivement, on a besoin, à un moment donné, d'avoir une visibilité, d'avoir une vision, d'avoir un projet collectif partagé qui emmène tout le monde au même endroit, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache vers où on va pour pouvoir agir. Et donc, y compris d'ailleurs sur les questions industrielles, on a besoin de prévoir, même, je ne dis pas... mais on a besoin de prévoir sur 10, 20, 30 ans à l'avance, de savoir un petit peu où on va. On voit bien que les questions du réchauffement climatique, il faut agir tout de suite pour que ça ait des effets en 2050. Donc si on n'a pas cette vision-là, eh bien, on ne va pas arriver à s'en sortir. Alors après, aujourd'hui, et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, je fais une petite incidente, mais dans ces sujets-là, il y a une question qui est centrale, c'est la question de la recherche. C'est-à-dire qu'on parle, Anne n'a parlé d'économie circulaire, donc on parle d'éco-conception, c'est-à-dire que dès le départ, comment on va pouvoir imaginer que le produit, justement, avec des alliages qui sont de plus en plus compliqués, eh bien, on pourra justement les séparer, on pourra les réutiliser. On sait que dans le domaine de l'énergie, le jour où on saura stocker massivement l'électricité, qu'on saura faire sauter ce verrou technologique, on aura fait un grand pas. Donc il y a des tas de sujets qui ont besoin de recherche. Je dis ça parce qu'en ce moment, on va débattre au Parlement d'une loi sur la recherche et pratiquement tous les scientifiques montent au créneau en disant c'est pas du tout à la hauteur et c'est pas du tout ce qu'il faudrait. La France est très en retard là-dessus. Donc pour revenir sur l'idée de la vision à long terme et ainsi de suite, aujourd'hui, qui a cette vision ? Où sont nos besoins ? Mais c'est les grands groupes. C'est les grands groupes qui produisent pour nos besoins. Et à l'aide de la publicité, ils suscitent les besoins, ils suscitent des désirs et ils suscitent des frustrations quand on ne peut pas avoir ces besoins-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir le dernier iPhone, il faut avoir... Non mais voilà, donc aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui dirigent et qui... Donc la question, elle est bien là. Comment on agit, comment on reprend la main de manière démocratique et collective. Alors, l'État, s'il voulait, il aurait des outils. Par exemple, il aurait des outils... Sanofi, qui a augmenté ses bénéfices de 7% pendant le Covid, qui a versé 4 milliards à ses actionnaires et qui dit « je vais supprimer 1000 emplois ». Alors, si l'État ne peut rien contre ça, ce n'est pas la peine qu'on ait un État, ce n'est pas la peine qu'on ait un gouvernement.
S'il n'est pas capable de dire à Nokia, qui est quand même la fin d'Alcatel, qui est quand même un fleuron industriel français, alors, en particulier, on pourrait dire qu'il y a un peu une contradiction. Je ne pense pas qu'il fait la dialectique, Macron. Mais il dit qu'il faut déployer massivement la 5G. Je ne viens pas sur le débat là-dessus. Mais Nokia va supprimer 1000 emplois avec des gens qui bossent là-dessus, justement. Mais alors, si l'État ne peut rien là-dessus, bon, il a des outils. Il peut nationaliser les entreprises, il peut monter au capital des entreprises avec des golden shares, des actions qui permettent de blocage. Il peut faire des lois qui font que les salariés ils rentrent dans des conseils d'administration à 50% avec des droits de veto. Il y a des tas de choses que pourrait faire. Alors, bien évidemment, on sait bien qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a les questions au niveau européen, il y a les questions au niveau mondial. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les organismes au niveau mondial, ils ont un rôle essentiel. Je voudrais quand même rappeler encore l'OIT, L'OIT, je veux dire, au sortir de la guerre, qui fait l'appel de Philadelphie en disant qu'il n'y aura pas de paix dans le monde sans justice sociale. Donc vraiment, mais n'empêche que, parce que quand on dit des choses comme ça, on se dit, bon, on peut agir aussi au niveau d'un gouvernement, au niveau d'un pays, on peut quand même... Et alors, dernière chose, parce que, il y avait une question qui a été posée, est-ce qu'on peut avoir un intérêt général dans une société de classe ? Il me semble qu'on pourrait, dans la période, avoir des alliances objectives de classe, parce que justement, si on revient au débat qu'on avait, les inégalités sociales et les inégalités environnementales, elles sont étroitement liées. Donc là, on peut avoir des intérêts convergents. Et effectivement, sur la question... Alors, oui, je pense qu'il y a un véritable danger, je ne sais pas comment le dire, mais le capitalisme, on peut avoir un capitalisme vert. On peut très bien avoir un capitalisme qui, alors, faut que je trouve les mots pour le dire correctement et être bien comprise, mais qui aille sur les enjeux environnementaux en faisant moins d'État et en ouvrant des nouveaux marchés qui vont faire plus de marge, et ça peut très bien lui aller. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore de capitalisme rouge. C'est-à-dire que c'est plus facile de discuter... Alors, je le dis avec mes mots, mais on arrive plus facilement à discuter des enjeux environnementaux que du rapport capital-travail dans l'entreprise. Voilà. Donc là, il y a un véritable débat. Anne ? Je vais rebondir sur ce que dit Marie-Claire et sur le capitalisme. Il me semble que ça soit pas... Le sujet, ce n'est pas le problème du capitalisme, c'est le problème de l'intention. Le capitalisme, oui, mais exactement, mais pourquoi ? Moi, ça ne me gêne pas qu'une entreprise gagne de l'argent et qu'il y ait du profit, à partir du moment où c'est utilisé à bon escient. Ce que je veux dire, c'est que pour rebondir par rapport à ce que disait Marie-Claire, je pense qu'on peut avoir un capitalisme responsable et qui se transforme complètement. C'est pour ça que je dis quelle intention. C'est quelle intention ? C'est pas le sujet de gagner de l'argent, pas de gagner de l'argent, etc. C'est pourquoi on fait, pourquoi on prévoit l'avenir et comment on utilise. Parce que pour l'État, on reparle de l'État stratège. Oui, moi je suis pour un État stratège, mais un État stratège, ça dépend de quelle stratégie, quoi. Pour l'instant, la stratégie qui, je pense, commence à être partagée dans les mots, mais pas dans les faits, qui est de dire que l'enjeu qui prévaut à la survie de l'humanité, donc ça pourrait être le rôle de l'État stratège quand même de protéger ces populations à court, moyen et long terme, qui est l'enjeu climatique. Aujourd'hui, il est à la marge. Même s'il est plus qu'il l'a été, mais il est à la marge. Donc oui, un État stratège, mais quelle stratégie ? Si on n'est pas dans une stratégie qui va dans le bon sens, entre guillemets, en tout cas dans le sens partagé de l'intérêt général, alors ce n'est pas l'État stratège, et on est toujours dans le sujet que c'est les entreprises qui, aujourd'hui, je rejoins, aujourd'hui, la vision et le développement du capitalisme, il est fait par la vision et la stratégie des entreprises. Donc si la vision et la stratégie des entreprises va dans le sens d'un développement économique qui va pour transformer l'économie, alors pourquoi pas ? On peut garder un capitalisme, évidemment, tant qu'aujourd'hui on n'a pas d'autres sujets. Moi, on dit souvent à la Fondation, de toute manière, la transformation de l'économie, alors on parlait du développement durable, mais c'est tellement maintenant...
ça ne veut plus rien dire le développement durable, mais en tout cas, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. Donc, si on peut se dire qu'on se transforme son modèle économique par opportunité, parce qu'on va sur un capitalisme dit vert, je préfère qu'on parle de responsable, parce que du coup, il n'y a pas que le green qui est dedans et on peut tout intégrer, et que ça permet de transformer le monde, alors moi, je voudrais que y croire. Donc, je suis prête à croire complètement à ça. Donc du coup, ce que je veux dire, et pour répondre par rapport à la contrainte, parce que je pense que le sujet de la contrainte est important, doit-on contraindre et faut-il contraindre et comment contraindre? Et je pense que l'État stratège est là pour le coup à une responsabilité, c'est que oui, aujourd'hui dans un monde capitaliste, ce qui drive le développement, c'est la concurrence. Donc la concurrence, elle ne peut être contrainte que par de la réglementation. Donc le seul sujet pour transformer l'économie, et là c'est le rôle de l'État, c'est la réglementation. Donc si on se met d'accord sur une réglementation qui va vers un développement économique responsable, alors du coup on transforme l'économie et on transforme le capitalisme. Je vais juste donner un exemple concret par rapport à ça. On a voté en début février, enfin on a promulgué début février une loi qui s'appelle anti-gaspillage et économie circulaire, pour faire la boucle. Dans cette loi, on va contraindre, il y a pas mal de, c'est plus une amélioration avec une amélioration de la gestion des déchets, mais il y a deux points qui sont très importants. On va contraindre les fabricants à payer une éco-contribution, c'est déjà le cas aux éco-organismes, mais dont cette éco-contribution va devoir développer ce qu'on appelle un fonds réemploi et un fonds réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va demain avoir des produits réparables, parce qu'il y aura un indice de réparabilité sur un bien, vous allez acheter, vous savez, on achète les produits électroniques, avec un indice d'énergie aujourd'hui. Demain, il y aura un indice de réparabilité obligatoire. Et ça veut dire que si vous avez un produit réparable, 30% du prix de la réparation sera payé par cette éco-contribution payée par les fabricants au départ. Ça veut dire qu'on va réduire le coût de la réparation, idem pour leur réemploi, pour les personnes qui aujourd'hui, on le sait, sont freinées pour réparer. Pourquoi? Parce que le coût de la réparation est plus cher que le coût du neuf. Donc ça veut bien dire que la réglementation, dans ce cadre-là, peut faire inverser, j'espère, le fait de se dire que plutôt que de racheter un produit venant de très loin, pas cher, on va pouvoir contribuer au financement de la réparation et donc transformer le modèle économique et faire que du coup, on puisse aller vers cette transformation et ce gain pour tout le monde, y compris évidemment pour les personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer une réparation parce que ça coûte plus cher que d'acheter un produit qui vient de très loin. Suivez mon regard. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que oui, la contrainte, oui, moi j'ai un peu de mal à croire que on va juste changer de façon volontaire. J'y crois pas. Je vous renvoie à ça, à un excellent livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller. Ce livre s'appelle Le bug humain, où il explique pourquoi ce que nous sommes en tant qu'humains et nos désirs, notre cerveau, la façon dont on fabrique, ne peut pas aller vers une transformation volontaire unique si on n'a pas de contrainte globale et un projet global. Donc, je pense qu'on peut le faire si on a un projet partagé, donc l'État qui puisse aller dans ce projet, contraindre du coup l'économie à changer par de la réglementation et du coup à permettre l'accès à tous des biens, de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui et évidemment pour demain. Merci. Fabienne, en même temps, alors on me fait signe qu'il y a d'autres interventions, mais je suis un animateur heureux en général, il faut supplier les gens pour avoir des interventions, mais là il y en a trop presque. Cet État stratège, si j'ai bien compris ton intervention précédente, ça ne peut pas être un État surplombant stratège. Il faut qu'il change de nature. Est-ce que tu peux être plus... Déjà, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que la notion même d'État stratège, elle est quand même multiple. En fait, l'État, il est stratège. Il l'a toujours été, mais pas forcément de la même manière au cours du temps. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut voir.
aujourd'hui développe une stratégie très claire, c'est d'être en faveur du capital et de l'entreprise. Hein. Voilà, c'est avant tout ça. Et donc, ouais, je pense que c'est... J'insiste sur le fait que je pense que l'État, étant donné ça, il n'a pas une nature bonne a priori. L'État ne va pas a priori non plus naturellement défendre l'intérêt général s'il n'y a pas, à mon avis, une poussée démocratique qui aille dans ce sens-là. Donc c'est pourquoi toute la vie démocratique au travers du tissu associatif, au tissu de la multiplicité des acteurs, donc pas seulement l'État ou les fonctionnaires État, mais aussi tous les ensembles de collectivités territoriales, par exemple, et les entreprises aussi, ont leur rôle à jouer dans la manière dont on vit en société et dont on gère les enjeux de transition écologique à proprement parler. Je voudrais revenir sur un petit point pour répondre un peu précisément aux interventions, puisqu'il y avait eu une critique État stratège et technocrate. Moi, je fais remarquer quand même que oui, on peut faire la critique d'une technocratie de l'État, enfin, ou de la fonction publique en général, mais je pense aussi qu'il y a une certaine technocratie dans les entreprises. Donc on a souvent tendance à plus pointer du doigt les problématiques quand elles sont liées aux agents publics, mais voilà, le fonctionnement des grandes entreprises n'est pas si différent du fonctionnement des grandes administrations. Et puis derrière ces grandes administrations, ces quelques décideurs, il y a énormément d'agents. Nous, on est 75 000 à travailler sur des missions de transition écologique et beaucoup ont une éthique professionnelle vraiment très forte. Beaucoup ont une technicité qu'ils ont envie de mettre au service d'un travail qui a du sens pour eux. Beaucoup sont conscients aussi des enjeux de transition écologique. Donc en la matière, je pense qu'on ne peut pas faire une critique a priori de l'État et de ses services aujourd'hui. Voilà, je voulais déjà dire ça. Alors après, sur la réglementation et sur le capitalisme, moi, j'avoue que je suis plus sceptique sur la possibilité d'un capitalisme qui serait compatible avec les enjeux de transition énergétique, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il en rabatte un peu sur sa volonté de profit. Et dans l'état actuel, c'est, à mon avis, pas gagné. Parce qu'il est quand même très dominant en l'État. Et il faudrait quand même une grosse poussée pour arriver à le faire changer. Et puis je dirais même que dans sa nature actuelle et dans son mode de fonctionnement, il n'y a rien qui permet d'aller vers ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes les lois, je vais prendre l'exemple de la France, mais les lois qui ont été prises par nos derniers gouvernements, ils ne sont pas en faveur de plus de transparence, de plus de possibilités d'intervention des salariés dans la vie de l'entreprise. Ça ne favorise pas non plus l'intervention des pouvoirs publics locaux. Une entreprise, elle est sur un territoire, elle s'y installe, elle consomme, elle va utiliser le territoire, elle va rendre aussi au territoire parfois des déchets, justement. Et puis, comment la collectivité, elle, a le droit de regard sur ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de marge de progrès. Donc, une petite anecdote que je ne vais pas développer, mais quand même pour le pointer, sur la réglementation, il faut quand même se rappeler tout à fait récemment l'accident de Lubrizol. Il y avait une réglementation, mais de manière assez perverse. Les gouvernements successifs se sont échinés à déconstruire cette réglementation de manière assez pernicieuse, sans avoir l'air d'y toucher, si je puis dire, et à donner les moyens aux préfets de s'affranchir d'une certaine manière de la réglementation, en biaisant un petit peu, et on arrivait à un incident technologique majeur. Et puis par ailleurs, l'État stratège, eh bien, il a aussi le moyen d'être stratège dans le sens de l'intérêt général s'il a les moyens pour le faire. Il y a quand même des grosses questions qui se posent en termes de moyens publics pour arriver à ces fins. Aujourd'hui, encore une fois, je prends l'exemple dans mon ministère, on était 120 000 au moment où moi, je suis rentrée dans ce ministère. Aujourd'hui, on est 75 000. Un ministère totalement émietté en entités de type établissement public qui sont responsabilisés sur leur budget, avec lesquels on contractualise, et ça se fait pratiquement tout le temps. Enfin, je n'ai pas un exemple positif où ça se fasse en faveur des conditions de travail des personnels, en faveur du portage des missions, et notamment pour toutes les agences de l'environnement qui sont extrêmement précarisées. Donc il y a beaucoup à faire. Et encore une fois, moi je pense que
il faut que la société civile s'en mêle, il faut que les associations s'en mêlent, et il faut que dans l'entreprise, les salariés, les agents puissent également s'en mêler de manière tout à fait démocratique. Donc pour l'instant, ce n'est pas le sens que ça prend. Donc il y a des grosses batailles à mener. On était en mobilisation hier. C'est une relance de la mobilisation après un été difficile. Mais franchement, il y a des raisons de le faire. Et une dernière chose, c'est que l'État stratège, il dépend aussi de nos gouvernants. Et puis ces gouvernants, c'est nous qui les élisons. Donc il y a aussi un enjeu, des interrogations à avoir de ce côté-là. La parole à ceux qui ne sont pas dans la salle. Oui, donc 3 questions qui ouvrent un petit peu sur les suites, j'ai envie de dire, vers cette fin de débat. Est-ce que la désobéissance civile peut transformer les choses ? Wow. Une autre question, y a-t-il une vraie indépendance, notamment financière, des ONG quand elles s'expriment sur ces sujets ? Et que reste-t-il véritablement des marges de manœuvre des États-nations dans une économie mondialisée ? C'est formidable. On a 3 sujets pour les 3 prochaines rencontres d'options. Je suis écrasé par la masse de sens que ces questions requièrent. Je suis très content d'être à ma place et pas à la vôtre. Mais néanmoins, on va essayer de s'en sortir. Je vais vous demander de réagir relativement rapidement, parce qu'il faut qu'on termine, si j'ai bien compris, à 12h30 pour des raisons techniques impératives. J'aimerais ajouter 2 grains de sel qui me semblent peut-être compléter un peu ces 3 questions. Enfin, en tout cas, la première sur l'efficacité de la désobéissance civile. Est-ce que plus largement, l'efficacité du mouvement démocratique n'est pas largement dépendante des garanties individuelles qui sont accordées aux travailleurs dans les entreprises, qui sont quand même beaucoup plus fragiles que le citoyen dans la cité. C'est plus facile d'exprimer une opinion dans la rue que dans son entreprise. Et est-ce que ça n'a pas à voir, de manière étroite, avec le statut même des entreprises ? On a beaucoup parlé du capitalisme, de l'entreprise. Alors le capitalisme est là. S'il y a un système qui un jour est appelé à le remplacer, il n'est pas là. Donc il faut faire avec celui qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas des pressions très très fortes à exercer sur le statut même de l'entreprise, qui est le lieu où se déroulent les rapports conflictuels entre le travail et le capital qu'il rémunère le moins possible, comme chacun sait. On ne change pas une équipe qui gagne, Marie-Claire. Bien. Oui, je vais peut-être commencer par la fin, parce que tu parles du rapport travail-capital. Effectivement, parce qu'il faut quand même avoir quelques chiffres en tête. Je crois que c'est en 25 ans par rapport au partage de la valeur ajoutée. La partie qui est donnée entre le capital et le travail, ça a été multiplié par 5 pour le capital. Et donc, c'est-à-dire que c'était 5 et après, ça a été 25%, dans la valeur qui est créée, dans la plus-value qui est créée. Et donc, il y a ce partage qui est complètement inégal. Et y compris, moi j'avais fait le calcul, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais quand on travaille une année, au bout de 4 ou 5 mois, grosso modo, alors bien évidemment, c'est des généralités, on travaille pour un fonds de pension américain. On travaille pour un fonds de pension. Parce que la question, elle est là, par rapport au capitalisme. Et oui, bien entendu, avec des rapports de force, y compris des rapports de force diverses. On parle de désobéissance physique. Il y a des choses aussi aujourd'hui nouvelles à inventer par rapport aux marques des entreprises ou des choses comme ça auxquelles elles sont très sensibles. Mais c'est toujours des questions de rapports de force. On peut arriver à changer les choses et à modifier les choses. Alors, Anne, tu parlais de contraindre l'économie à changer. Donc, si elle change, peut-être qu'on va en sortir de ce capitalisme, si ça change, c'est peut-être plus du capitalisme. Non, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme, c'est Bridgestone qui dit je mets la clé sous la porte, il y a 1500 personnes dehors. C'est la famille Muliez qui met Alinéa un redressement judiciaire, qui licencie les gens et qui rachète Alinéa. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même un capitalisme très débridé, très sauvage. Très prédateur. Donc, effectivement, on peut arriver à le contraindre, à le changer, mais je pense qu'il va falloir des rapports de force qui sont extrêmement importants. Et donc, je vais chuter
sur ta question, aujourd'hui, moi je rejoins ceux qui disent qu'il y a un transfert d'hégémonie, un transfert de pouvoir entre l'État et l'entreprise. Et donc que l'entreprise, elle a un rôle de plus en plus central. Et donc effectivement, ça nous pose des questions particulières en tant qu'organisation syndicale, en tant que représentant justement des salariés. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on se bat pour avoir des droits dans l'entreprise, c'est un veto du patronat. Moi, je me souviens de conférences sociales, à l'époque, c'était encore Gattaz, où on demandait justement, où on exigeait, enfin, dans la conférence, des droits pour les salariés dans l'entreprise, parce qu'effectivement, qu'on soit citoyen à l'extérieur de l'entreprise, c'est bien, mais dans l'entreprise aussi, on doit être citoyen. La démocratie sociale, ça doit jouer. Et là, ils montent quasiment sur la table. Oui, que vous pouviez parler des conditions, voilà, qu'on puisse être dans les CHSCT, choses comme ça, pourquoi pas. Mais stratégie des entreprises, non. C'est nous, parce que c'est nous qui amenons l'argent. Donc l'entreprise, elle est à nous. Donc effectivement, le débat que tu poses, il est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est l'entreprise? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient uniquement à celui qui apporte le capital ou est-ce qu'elle appartient aussi à ceux qui font le travail? Parce qu'une entreprise, effectivement, le dirigeant il dit c'est moi qui amène le capital. Oui, d'accord, mais sans travail, elle ne ferait rien, son entreprise. Sans les salariés, elle ne serait rien. Donc c'est un véritable débat. Mais je pense que là, effectivement, c'est une autre journée d'options. Et je crois d'ailleurs qu'il y a déjà eu un débat d'options, une journée sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'entreprise et comment justement on peut la transformer. Sophie me fait oui de la tête, mais je crois qu'il y a déjà eu toute une journée là-dessus d'options. Oui. Bien vu, mais 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. La question reste posée. Anne? Sans salariés, l'entreprise n'est rien. Sans ressources naturelles, l'entreprise n'est rien. Le premier fournisseur de l'entreprise, c'est la nature. Et en plus, il est gentiment gratuit. Donc, je pense que c'est important qu'on voit qu'on ne paye pas aujourd'hui l'extraction des ressources, etc., et le renouvellement des ressources. On paye, en gros, on paye la façon de l'extraire et de l'acheminer. D'accord ? Donc, qui paye pour ce qui va être renouvelé, ce que la nature va faire ou pas, naturellement. Donc, oui, c'est juste pour rebondir que qu'est-ce que ça veut dire capitalisme on amène le capital. Oui, mais OK, quel capital? Donc, revenons pas là-dessus. Mais c'est hyper important parce que je me rappellerai toujours, un jour, on avait fait, il y a quelques années au CESE, un avis sur l'avenir de l'automobile. Et je posais la question en disant, comment anticipez-vous la raréfaction des ressources naturelles? Et un dirigeant d'une entreprise très connue me dit, nos acheteurs négocient des contrats, des très bons contrats. Alors, très bien. Et quand ils négocient des très bons contrats avec la nature face à la raréfaction des ressources, bon, je vous le passe en cours, mais c'est pour vous dire la façon de réfléchir à comment on crée de la valeur et sur quoi on crée de la valeur. Donc ça, c'est la création de valeur, c'est vraiment important. Alors pour répondre à la désobéissance civile ou pour ne pas répondre, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement plein de façons, de toute manière, d'agir et que les citoyens s'emparent de ces sujets. Et après, on est plus ou moins proche, là, comme tout, de chaque façon de faire. Mais regardez aujourd'hui, par rapport au monde des entreprises, moi j'ai été extrêmement intéressée par la montée des sujets liés, par exemple, une association comme Pour un réveil écologique ou autre, qui s'organise en tant que futurs salariés, en disant, nous, on ne va pas aller travailler, mettre notre valeur, entre guillemets, travail dans n'importe quelle entreprise. Donc on demande des exigences à ceux vers qui on va travailler. Alors c'est peut-être plus facile pour ceux qui sortent de certaines entreprises et donc ils ont créé un mouvement, mais ça veut dire qu'ils créent un rapport de force en disant oui, on veut bien venir travailler chez vous en tant qu'ingénieur, mais nous, on a des exigences. Donc ça, c'est toutes les formes de mobilisation, les mobilisations citoyennes que l'on voit dans la rue, etc., qui sont et qui créent ces rapports de force. Donc c'est vraiment important. Et après, la désobéissance civile, c'est une des façons de faire du rapport de force. Mais en tout cas, changer de mode de consommation, j'allais dire que c'est une forme de désobéissance consommatrice. Sur l'indépendance des ONG, pour jusqu'à présent, et en tout cas si je veux parler de la mienne, on est financé par aussi des entreprises.
jamais ça ne nous a permis, ça nous a évité de dire ce qu'on devait dire sur ces sujets, et on a toujours fait des propositions, on a toujours fait. Maintenant, on est évidemment dans un système où aujourd'hui, les associations sont extrêmement fragilisées, comme beaucoup, hein, comme des entreprises, comme l'emploi, mais les associations aussi sont fragilisées parce que évidemment, les cotisations sont réduites, et donc garder du rapport de force, c'est extrêmement important, et on doit garder ce rapport de force. Fabienne, assez rapidement, parce qu'on me dit 5 minutes depuis déjà 4 minutes. Alors, bon, alors je vais faire rapide. D'autant que la question, elle reste encore une fois assez difficile. Moi, je pense que la désobéissance civile, elle est la bienvenue, parce qu'on est dans des temps de confrontation vraiment très durs, moi je trouve. On a subi un virage dans la possibilité des salariés de s'exprimer, ou même des citoyens d'intervenir avec les lois d'urgence, etc. C'est compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de manifester normalement en France. Donc il faut trouver d'autres chemins. Et ça a l'avantage de marquer l'opinion publique, et je pense aussi que ça a un effet d'entraînement sur la mentalité de ceux qui se rendent compte de ce qui se passe. Donc oui, pour moi, c'est très positif. Je citerai aussi le cas des lanceurs d'alerte, qu'il ne faut pas oublier, qui ont pris des risques terribles pour leur vie de famille, mais qui sont d'une utilité sociale énorme. Y compris dans la fonction publique, ils ne sont pas protégés. On a des cas comme Anthony Smith, qui, lui, c'est pas lanceur d'alerte, mais simplement parce qu'il a voulu faire vivre son éthique professionnelle et faire son métier, il s'est retrouvé sanctionné. Il y a Laura Pfeffer, qui est toujours susceptible, qui n'est pas reconnue en fait pour le travail qu'elle a fait, et à sa juste valeur en plus. Donc il y a des choses. Toutes les formes de mobilisation sont à pousser, à consolider. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et une dernière chose, c'est au sujet de économie mondialisée. Je voulais prendre le cas de l'Europe. L'Europe, c'est un marché économique, mais il y a aussi parfois des atouts à aller chercher en Europe. Et je vais donner juste un exemple. Alors, on n'est pas sur les sujets de transition écologique, mais plus de conditions de travail. Il y a des réglementations qui servent les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, et parfois on oublie de s'en saisir. Je vais citer par exemple la directive sur le télétravail de 2002, où chez nous, dans notre ministère, on essaye de s'en affranchir au détriment des salariés. Bon, voilà, il y a des choses, il faut prendre des points d'appui et il faut lutter pour le reste. Merci à toutes les trois de votre participation à cette seconde table ronde de ces rencontres d'options masquées et tout à fait originales. On reprend à 14h et on aborde les questions du travail qui sont évidemment centrales. On aura la participation de Pour un réveil écologique dont on vient de parler, une de ces associations qui sont parfaitement indépendantes. Voilà, merci, bon appétit et à tout à l'heure.